curatif. Et si on n'arrive pas à améliorer le pronostic, on essaye euh, au moins améliorer la qualité de vie du patient. Donc, néanmoins, ces médicaments, les effets secondaires inhérents aux médicaments sont une réalité. Donc, les risques d'effets indésirables sont une conséquence inévitable des médicaments lors de leur utilisation. Donc, c'est l'une des principales causes d'hospitalisation et de mortalité dans de nombreux pays. En général, malgré les mesures préventifs avec lesquels les médicaments sont administrés, ils peuvent causer des effets indésirables sérieux chez certains patients. Donc, de ce fait, le médicament, il peut devenir un facteur de risque pour la santé individuelle et collective de la population. Si vous aurez des questions, vous pouvez les poser c'est-à-dire au fil de la présentation. Donc, quelles sont les dispositions afin d'assurer la sécurité du patient? Donc, la sécurité du patient lors de l'utilisation du médicament, elle doit être passée par deux étapes importantes. Donc, c'est une slide que j'ai déjà expliquée. Donc, quand on a présenté le cours sur les effets indésirables et plus précisément le chapitre développement des médicaments. Donc, la première étape est le suivi de l'innocuité avant la mise sur le marché. L'innocuité, c'est-à-dire c'est un produit qui pose pas problème. C'est ça l'innocuité, c'est la sécurité et la safety de ce médicament. Donc, ce profil de sécurité est défini en premier lieu lors de son développement, qu'il soit préclinique. La dernière fois avant de mettre euh, le produit sur le marché, il doit passer par deux principales étapes. La préclinique, ou ce qu'on appelle l'expérimental, où on va tester ce médicament sur l'animal. Ça veut dire quoi tester le médicament sur l'animal? C'est-à-dire essayer de voir le devenir de ce médicament, comment il va se comporter ce médicament dans l'organisme de l'animal et définir les différentes étapes, à savoir comment il est absorbé, comment il est distribué, quelles sont les enzymes qui métabolisent ce médicament et comment ce médicament est éliminé. Et aussi, on va essayer d'étudier plus précisément le mécanisme ou le mode d'action de ce médicament sur l'animal. Donc, après avoir testé ce médicament sur l'animal, on a ces éléments-là, pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, mais ces paramètres-là, ils sont propres à l'animal. Donc, on n'a pas le droit d'extrapoler à 100% toutes les données qui ont été recueillies lors de cette phase expérimentale sur l'animal. Donc, on va encore tester et passer ce qu'on appelle à une étape clinique, essai clinique sur l'être humain, euh, qui est subdivisé réellement en quatre étapes. C'est quoi les quatre étapes? La première étape, c'est les premières introductions et administrations de ce médicament sur une population très réduite, c'est-à-dire un échantillon hautement sélectionné. On commence avec des doses, c'est-à-dire très petites, et on augmente les doses progressivement dans un service, c'est-à-dire c'est-à-dire un service équipé pour ce genre de tests. Voilà, c'est ce qu'on appelle les phases précoces cliniques. Donc, après la phase 1, on passe à la phase 2. On va élargir notre population et on va s'intéresser plus précisément à ce mécanisme d'action et, autrement dit, l'efficacité réelle de ce médicament sur l'être humain. Après avoir confirmé cette efficacité et, et fixé la dose habituelle euh, pour le patient, pour l'être humain, donc, on va passer à la phase 3. La phase 3, c'est une phase où on va inclure une population plus ou moins large que les deux phases précédentes. Et en général, c'est une phase où on va comparer un nouveau médicament
par rapport à un médicament qui existe déjà, ce qu'on appelle par rapport à un comparateur, ou bien si il n'y a pas de comparateur, on va le comparer à un placebo, c'est-à-dire un médicament qui est dépourvu d'effets thérapeutiques. Donc, les données générales lors de ce développement, elles permettent de caractériser tous les risques possibles, potentiels ou identifiés, ainsi que les effets indésirables les plus fréquents. Donc, on est sur la phase avant la mise sur le marché. Le suivi a posteriori, après la mise sur le marché de ce médicament, c'est ce qu'on appelle la phase 4, puisque j'ai dit que la phase, les essais cliniques ils sont subdivisés en quatre phases. Les trois, je viens de l'expliquer. La phase 4, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc, c'est dès la mise sur le marché du médicament, une surveillance de ce profil de sécurité est assuré par un système de pharmacovigilance. Donc, on va passer de l'expérimental sur l'être humain, après avoir l'autorisation de mise sur le marché, sur la vie réelle, c'est-à-dire comment ce médicament va se comporter sur une population qui n'est pas sélectionnée comme on l'a déjà fait dans les essais cliniques. Donc, on va essayer de voir et de caractériser ce médicament et avoir une idée réelle sur son comportement sur une large population. Maintenant, on va essayer de parler sur c'est quoi la pharmacovigilance, ce système, c'est quoi, comment elle est définie, les buts, les missions. Donc, la pharmacovigilance, c'est une science et les activités qui sont relatives soit à la détection, à l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou tout autre problème qui est lié aux médicaments commercialisés. Donc, elle englobe aussi notamment la gestion des risques, ce qu'on appelle la gestion des risques et la prévention des erreurs médicamenteuses quand elles sont prévisibles. Donc, elle englobe aussi la diffusion d'informations sur le médicament. Elle englobe aussi l'action en faveur d'un bon usage rationnel des médicaments et la préparation aux ce qu'on appelle les situations à risque. Donc, le bon usage, c'est réunir toutes les conditions optimales afin d'éviter les erreurs ou bien les effets indésirables qui sont liés aux erreurs d'administration de ce médicament. Donc, c'est une définition de l'OMS. Donc, c'est quoi le but de la pharmacovigilance? Donc, cette pharmacovigilance, elle est au cœur de la santé publique. Elle permet d'améliorer la pratique clinique. Elle permet aussi de promouvoir l'usage rationnel des médicaments, comme je viens d'expliquer, de proposer aussi des mesures qui permettent de diminuer les risques et la gravité des effets indésirables liés à l'utilisation de l'ensemble des produits, qu'ils soient médicaments, vaccins ou cosmétovigilance, on va voir par la suite. Elle permet aussi le système de pharmacovigilance d'évaluer en permanence, puisque tant que le médicament est commercialisé, on va essayer d'évaluer à chaque fois ce rapport, ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque du médicament. Est-ce que ce médicament apporte tant de bénéfices par rapport au risque encouru de son utilisation? Donc, la balance, il faut qu'elle soit toujours positive pour que le médicament puisse exister sur le marché, c'est-à-dire il apporte plus de bénéfices que du risque. C'est logique, voilà. Donc, le système, il permet aussi d'améliorer l'information sur le risque et sa prévention. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème avec un médicament quelconque, on va essayer de voir quels sont les facteurs, ce qu'on appelle les cofacteurs qui ont influencé sur l'apparition ou l'aggravation de l'effet indésirable. Le système, il permet de garantir la sécurité du patient parce qu'on va lui éviter l'apparition d'effets indésirables, de participer aussi à la recherche et à la formation. Donc, le système de pharmacovigilance est sujet de publication dans ce sens. Ainsi, la pharmacovigilance est une responsabilité qui est partagée entre tous les acteurs du système de santé dans une ambiance de confiance, bien évidemment, de confidentialité et de concertation et de synergie. Donc, à chaque fois, on a recours à demander l'avis de tous les intervenants sur le médicament, à savoir la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le Centre national de pharmacovigilance, la direction technique, le médecin, ce qu'on appelle les experts en matière
et bien évidemment les pharmaciens hospitaliers et les infirmiers utilisateurs. Donc, pourquoi on a besoin de la pharmacovigilance? Donc, le besoin, il s'exprime par le fait que nos connaissances avant la commercialisation, comme je viens d'expliquer, du médicament sont très insuffisantes. Donc, les études précliniques expérimentales ne sont pas prédictives de la complète innocuité chez l'homme, puisque on a testé, il n'y a pas une extrapolation complète entre l'animal et l'homme. Les trois phases d'essai clinique donc, sont insuffisantes. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc, les maladies sont hautement sélectionnées en nombre vraiment limité et les conditions de suivi des patients sont différentes des conditions normales de la vie courante. C'est ce qu'on appelle les patients, pardon, qui sont inclus dans les essais cliniques, qui sont suivis avec un protocole très strict en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques, qui est audité par des instances indépendantes. Donc voilà, donc ça fait pas vraiment la vie réelle du médicament et la prescription réelle du médicament. Donc, c'est pour ça que la pharmacovigilance s'impose. Donc, les essais cliniques aussi ne permettent pas la détection de certains effets indésirables, notamment les rares et les chroniques. On a vu ça dans le cours sur les effets indésirables. Les essais cliniques aussi écartent et par les populations à risque, telles que les enfants, les sujets âgés, les femmes enceintes, ce qui rend difficile l'utilisation de certains médicaments après leur mise sur le marché. Si vous voyez sur ce qu'on appelle le RCP, le résumé du caractéristique du produit, ou ce que vous connaissez tous, la notice du médicament, il y a un chapitre ou rubrique sur femmes enceintes, grossesse et allaitement, sujets âgés, insuffisant rénal. Donc, vous voyez que c'est une population à risque qui est écarté, c'est-à-dire on n'a pas à inclure des patients, un insuffisant rénal ou un enfant, un sujet vraiment âgé dans un essai clinique. Donc c'est pour cette raison que le système de pharmacovigilance s'impose afin de voir et d'évaluer ce bénéfice-risque chez cette population particulière. Quelles sont les missions de la pharmacovigilance? Donc, c'est d'identifier les risques, bien évidemment, déclarer et alerter les établissements d'un lien de causalité, c'est-à-dire établir le lien de causalité entre l'administration du médicament et l'apparition de l'effet indésirable. Elle a pour mission aussi la gestion des notifications, c'est-à-dire les déclarations, ce qu'on appelle les notifications. Donc, c'est donner des recommandations d'utilisation soit dans le sens de retrait de l'eau ou tout le produit concerné. Donc, ça fait partie des missions de la pharmacovigilance. Donc, la prévention du risque aussi en informant les patients avec du bulletin d'information, évaluation aussi en permanence de ce rapport bénéfice-risque du médicament et amélioration de l'information sur le risque et sa prévention aussi, et aussi assurer le bon usage des médicaments, faire des rappels quand il y a c'est-à-dire un problème quelconque avec un médicament qui est déjà posé problème, le système de pharmacovigilance assure le bon usage du médicament c'est-à-dire en donnant des informations sur le bon usage. Donc, il y a aussi à la fin, comme mission principale, c'est garantir la sécurité du patient et éviter l'apparition d'effets indésirables. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc, la pharmacovigilance, elle présente un double intérêt sur le patient et sur la communauté, sur la population générale. Donc, sur le patient, c'est une meilleure sécurité lors de l'utilisation. Il y a aussi une prise en charge plus adaptée en cas de survenue d'effets indésirables. Donc, on connaît parfaitement c'est quoi la conduite à tenir devant chaque effet indésirable. Donc, en ce qui concerne la communauté, donc, l'intérêt, c'est de diminuer la mortalité et la morbidité qui est liée à la survenue d'effets indésirables du médicament. Donc, sur l'introduction, j'ai bien mentionné que une grande partie d'hospitalisation, les motifs d'hospitalisation et de mortalité sont liés aux effets indésirables, avec un budget dégagé pour la prise en charge de ces effets indésirables, qui est un budget énorme. Énorme, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est les coûts indirects, les indirects du médicament.
Donc aussi, il a comme intérêt le système de pharmacovigilance sur la communauté. Donc, les expériences déjà passées amènent la pharmacovigilance à mieux protéger les patients. Donc, j'ai cité la dernière fois le problème du thalidomide et le dééthylstilbestérol. Donc, c'est ces expériences-là dans le passé qui ont fait que le produit a été retiré du marché après avoir confirmé le lien de causalité entre les cancers du vagin chez les fillettes. Dont les mamans ont pris ce antiémétique, le diéthylstilbestérol. Le Centre national de pharmacovigilance, on va essayer de parler, c'est quoi la comment elle est organisée la pharmacovigilance en Algérie. Donc, c'est un système qui est inspiré du système français, comme tous les secteurs. Donc, on va essayer de voir comment cette pharmacovigilance est organisée en Algérie. La pharmacovigilance est axée sur le Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Donc, ce système de santé est sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc, on va essayer de parler sur la création du CNPM et ses missions. Le CNPM, c'est le Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance qui dépend lui-même du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc, le CNPM a été créé par un décret exécutif le 192 au 3 juin 1998 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de ce centre national. Donc, il a pour mission la surveillance des réactions indésirables dues à l'usage du médicament mis sur le marché et les incidents ou risques d'incidents qui résultent de l'utilisation du dispositif médicaux. Donc, vous voyez ici, donc, il englobe et le médicament et les dispositifs médicaux. C'est quoi le dispositif médicaux? Donc, c'est tout le matériel qui est utilisé dans la prévention, le diagnostic et l'intervention thérapeutique. Donc, les chambres implantables, les aiguilles, les perfuseurs, tout ça, ça fait partie du dispositif médical. Donc, la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et des dispositifs médicaux, pardon, lors d'administration et usage divers pour accomplir des actes prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Pardon. Donc, il est chargé notamment aussi, le Centre national, de recueillir et exploiter et évaluer les informations relatives aux effets indésirables, aussi organiser des enquêtes en matière de pharmacovigilance et de matériovigilance. On va voir comment ces enquêtes sont organisées, animer et coordonner les actions des différents correspondants et collaborateurs qui interviennent dans le cadre d'un réseau national de pharmacovigilance et de matériovigilance, et aussi signaler sans délai au ministère chargé de la Santé tout incident ou information validée se rapportant aux effets indésirables. Il a comme mission aussi de proposer des actions correctives et des mesures correctives et suivre leur réalisation. Oh! S'il vous plaît, effectuer toute étude ou travaux de recherche concernant la sécurité d'utilisation des médicaments et ces dispositifs médicaux. Aussi, il participe à l'amélioration des connaissances des praticiens médicaux en vue d'une utilisation rationnelle, c'est-à-dire une utilisation sûre des médicaments, vaccins et dispositifs médicaux, donc, et d'une amélioration de l'efficience des actes prophylactiques et thérapeutiques. Il assure aussi la diffusion et les échanges d'informations à l'échelle nationale et internationale. Et il assure aussi les prestations d'expertise et d'études avec tout autre organisme étranger. Donc, quels sont les types d'effets indésirables à déclarer? On a vu ça dans le cours d'effets indésirables. Donc, il faut déclarer tout effet indésirable suspecté être lié soit à la prise des médicaments, l'utilisation de vaccins, l'utilisation des dispositifs médicaux, ou constatation d'un produit suspect, ça veut dire une coloration inhabituelle. Il y a un virage de couleur sur un produit quelconque, une similitude entre les produits, donc il y a un risque d'erreur, c'est-à-dire de confondre entre
les deux produits différents, l'utilisation des réactifs aussi, l'utilisation des plantes médicinales, de plantes cosmétiques et des compléments alimentaires. Donc, quelles sont les personnes ou organismes habilités à déclarer? Vous voyez, c'est une liste qui a été élargie. Donc, il n'y a pas que les médecins prescripteurs qui sont habilités à déclarer, il y a aussi les pharmaciens hospitaliers, il y a les professeurs chefs de service, le personnel de la santé, à savoir les infirmiers et les sages-femmes, les collaborateurs techniques régionaux qui sont formés par le Centre national de pharmacovigilance, la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, le ministère de la Santé, il est aussi habilité à signaler le DSP, l'INSP, ce qu'on appelle l'INSP, l'Institut national de santé publique, l'Institut Pasteur d'Algérie, le Centre national de toxicologie, l'industrie pharmaceutique et même le patient est habilité à déclarer tout effet indésirable. Quels sont les outils de déclaration? Donc, le CNPM a mis en place des fiches de déclaration disponibles et adaptées pour chaque type de médicament ou dispositif. Donc, pour les utilisateurs locaux des produits, on a une fiche de déclaration, la fiche jaune, ou le dossier malade pour la pharmacovigilance, c'est-à-dire les produits et les médicaments. La fiche bleue pour la matériovigilance, la fiche blanche pour la vaccino. Pour la réactovigilance, c'est une fiche PARM. Pour la phyto, c'est une fiche verte. La fiche rose pour la cosmétovigilance. Et pour les compléments alimentaires, c'est une fiche orange. Donc, on a, ils ont mis à la disposition de médecins déclarants donc un site web du CMPM afin de déclarer tout effet indésirable ou incident liés à l'utilisation et aussi un Facebook pour le CNPM. Donc, pour les firmes pharmaceutiques, il y a la déclaration des observations, ce qu'on appelle individuelles des effets indésirables, les CICR, ICR, sous forme de science. Donc, c'est juste à titre informatif. Donc, il y a un formulaire qui est spécial pour les firmes pharmaceutiques pour la déclaration d'effets indésirables. Comment la pharmacovigilance est organisée en Algérie. Donc, on a les différents partenaires. Donc, en premier, au cœur de ce système de pharmacovigilance, le CNPM, qui travaille en collaboration avec les différents partenaires, donc situés au niveau local ou bien au niveau national. Donc, au niveau local, on a les professionnels de la santé, on a le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, le LNCPP, ou anciennement appelé le LNCPP, maintenant il s'appelle le AMPP. Donc, la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, le ministère de la Santé, la tutelle, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'ANPP, l'Institut Pasteur d'Algérie, le Centre national de toxicologie et bien évidemment l'industrie pharmaceutique. Au niveau national, donc, on a des collaborateurs techniques dans les 58 wilayas du pays, donc qui sont formés périodiquement par le Centre national de pharmacovigilance. Par défaut de, puisque le système français il est fait par un centre national et par des centres régionaux de pharmacovigilance. Et par défaut de centres régionaux en Algérie, donc le CNPM a jugé utile de former des médecins qui seront nommés comme collaborateurs techniques régionaux dans leur région. Donc, aussi les professionnels de la santé, à savoir les médecins, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens, dentistes et sages-femmes au niveau national. Donc, comment le système de santé schématiquement est composé? Donc, vous voyez au cœur de ce process de pharmacovigilance, il y a le Centre national de pharmacovigilance euh, qui dépend ou sollicite euh, continuellement le Centre national, le LNCPP, le Centre national de contrôle des produits pharmaceutiques, le CNT, le Centre national de toxicologie, la PCH, les collaborateurs techniques, les professionnels de la santé, l'industrie pharmaceutique et, et le patient. Donc, c'est toutes ces personnes-là aux organismes qui vont déclarer
l'effet indésirable sous forme de notification au Centre national de pharmacovigilance. Le Centre de pharmacovigilance, il va déclencher une enquête. Euh, C'est-à-dire, c'est après le résultat de cette enquête que il va déclencher encore une fois des réunions, ce qu'on appelle des réunions de comité ad hoc de pharmacovigilance, qui est composé, on va voir la composition de ce comité de pharmacovigilance qui va statuer sur le produit, c'est-à-dire quelles sont les mesures ou quelles sont les décisions qu'on va prendre par rapport à ce produit-là. Donc voilà, c'est ce comité-là qui va décider est-ce qu'on va retirer ou bien mettre des mesures correctives par rapport à l'utilisation de ce médicament. Donc ce rapport-là et cette décision, elle va remonter à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques aussi même va rapporter ce rapport et cette décision à la direction de la pharmacie et la direction de la pharmacie aussi à la tutelle qui est le ministère de la Santé. Donc, afin c'est-à-dire d'émettre des normes, des procédures, des autorisations ou bien des retraits ou bien on doit contrôler et inspecter le produit. Donc, c'est toutes ces décisions-là, c'est le ministère de la Santé qui reste le décideur sur ce système de pharmacovigilance. Donc, comment on va voir ici la gestion de notification, la déclaration de l'effet indésirable. Donc, elle se fait donc par des notifications. C'est la déclaration. Elle est donnée par un notificateur, c'est le médecin, l'infirmier, donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, concernant un problème posé par un médicament, un vaccin un produit du cosmétique, donc c'est ça la déclaration. Donc, c'est cette déclaration qui va déclencher ce système de pharmacovigilance. Donc, après avoir notifié l'effet indésirable, l'organisation d'une pré-enquête avec la participation d'enquêteurs du CMPM. Donc, le CMPM est doté de médecins et de pharmaciens qui vont enquêter, ils vont se rapprocher au niveau des services hospitaliers, publics ou privés. C'est des services utilisateurs de ce produit, pardon, et voir réellement la reproductibilité de cet effet indésirable chez ces utilisateurs de ce produit. Donc, les collaborateurs techniques régionaux, ils sont aussi, euh, ils sont, ils sont appelés à participer à cette pré-enquête. Donc, et aussi la participation extra-hospitalière publique ou privée, donc à savoir les EPSP, les cliniques et les structures de proximité. Donc, cette étape, elle permet d'évaluer l'existence, c'est-à-dire de liens de causalité et voir le risque d'une potentielle reproductibilité de l'effet indésirable. Donc, comme je viens d'expliquer, donc on va essayer de se rapprocher au service utilisateur et voir est-ce que cet événement indésirable est reproductible avec la même gravité, avec la même fréquence chez les différents utilisateurs de ce produit. Si le cas est grave ou bien il est fréquent, exagéré, donc une réunion avec un comité ad hoc sera réalisée et proposée afin de statuer sur le problème causé par le médicament. De quoi il est composé le comité ad hoc? Donc, par bien évidemment le représentant du Centre national de pharmacovigilance et de pharmacovigilance, donc un représentant de la direction de la pharmacie, un représentant du laboratoire du contrôle des produits pharmaceutiques, un représentant de la PCH, un représentant de l'AMPP, un représentant de l'Institut Pasteur lorsqu'il s'agit d'un vaccin, bien évidemment, le Centre national de toxicologie, les praticiens ayant déclaré ou non, donc c'est les médecins qui déclarent en général, c'est pas uniquement les médecins, c'est-à-dire le comité ad hoc, puisque c'est un comité qui est formé par des experts, donc en général, c'est les chefs de service des médecins qui ont déclaré qu'ils vont participer et qui forment ce comité
ad hoc. Et aussi des personnes ressources pour avoir plus d'informations sur le, le produit lui-même, c'est-à-dire le médicament lui-même. Si le lien de causalité était confirmé, c'est-à-dire on est sûr que l'événement indésirable est causé par ce produit-là, donc une réunion avec le fabricant, la firme pharmaceutique ou le représentant de la firme sera organisée, donc on est en stade d'enquête,